Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur 20h Bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 13 avril 2019. Bonsoir Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, the nationwide protest demonstration of the Cameroon Renaissance Movement's political party built for today, the 13th of April 2019, did not take place anywhere across Cameroon. The party, however, decided so in a meeting that took place recently in the nation's political capital, Yaoundé. The CRM political party is, however, challenging the decision of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, banning the protest in court. And locally, we shall be taking you to Babonji, that is a locality in the west region of Cameroon. The people are asking government to renovate the Lone Health Center that is in this locality. They are equally asking for basic social amenities to be provided to them. We shall be giving you the suffering and painting the picture of this locality of the west region of Cameroon, and equally talking about this historic act of Pope Francis. He kissed the feet of the president of South Sudan, that is Salva Kiir, and his age rival Riek Machar. He asked them to go and reconcile so the people of South Sudan can know peace. It should be noted that this country has been in conflict since getting independence from the present-day Sudan. We shall be telling you more in this edition of the newscast, ladies and gentlemen. À la une de ce journal, un geste d'humilité, un appel à la réconciliation du pape François à faire le tour du monde. Lors d'une rencontre avec les dirigeants africains, le souverain pontife les a exhortés à taire leurs égos et à travailler pour l'intérêt des peuples, notamment au sud du Soudan. Un appel qui intervient à la veille du dimanche des Rameaux qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous ouvrons ce journal en parlant de politique. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun revoit sa stratégie. Aucune manifestation n'a eu lieu. Ce samedi 13 avril au Cameroun, le MRC a saisi les tribunaux en vue d'annuler la décision du ministre Paul Atanganji, laquelle interdit les manifestations du MRC au Cameroun. Les responsables du parti étaient face à la presse hier à Yaoundé. Le compte rendu de Guizoko. Il n'y aura pas de manifestation du MRC sur l'étendue du territoire national ce 13 avril, comme initialement annoncé par le parti de Maurice Kamto. Cette annonce vient d'être faite à Yaoundé au cours d'une conférence de presse de Maître Emmanuel Sim, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons estimé judicieux de renvoyer à une date ultérieure les manifestations publiques du 13 avril 2019. Le MRC dit en cela avoir fait le constat de l'interdiction formulée contre ces manifestations par le ministre de l'administration territoriale et qu'il a saisi la justice. Nous avons pris avec stupéfaction connaissance de la décision illégale du ministre de l'administration territoriale interdisant les dites manifestations. Nous avons décidé d'attaquer cette décision du ministre en justice. Devant cette hypothèque, le MRC indique remettre ces manifestations à une autre date qu'il ne précise pas. Nous pensons que pour éviter que nos militants soient infiltrés, il était bien que nous leur disions de manière solennelle que nous avons pris acte de cette décision illégale, nous l'avons attaquée. Pour autant, le parti de Maurice Kamto dénonce ce qu'il considère comme la duplicité de la justice camerounaise, qu'il accuse de refuser de se prononcer sur sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'administration territoriale. À Yaoundé, le président du tribunal n'a pas cru devoir enrôler ce dossier. À Douala, c'est pareil. Par contre, à Bafoussam, le président a enrôlé ce dossier et il y a eu une audience qui s'est tenue. Après 2 suspensions d'audience, le président a dit qu'il renvoie l'affaire au 16 avril. Il le fait à dessein pour ne pas avoir
rendre la justice. Pour finir, le MRC souligne qu'il est devenu aujourd'hui le véritable épouvantail, non pas du RDPC, mais du gouvernement tout entier, qui se mobilise pour le combattre sans relâche. Pour le parti de Maurice Kamto, lui, il entend poursuivre sa bataille pour le triomphe de la démocratie au Cameroun. Et un centre de haute technologie est désormais opérationnel à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, financé à plus de 2 milliards de francs CFA. Le centre a été conçu, réalisé, équipé par l'État d'Israël. L'objectif est donc d'offrir aux futurs ingénieurs camerounais l'accès à de nouvelles technologies industrielles et robotiques. Joël Sengue Aïe Cyril. La coupure du ruban symbolique pour marquer l'inauguration du Centre de haute technologie de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. C'est un centre qui permet l'impression en 3D, 3 dimensions. Hauteur, largeur, longueur. Ça se fait ici, c'est concret. Les entreprises peuvent venir voir. J'ai insisté pour que le trinôme quantité, qualité et prix soit validé. Parce que si ce trinôme n'est pas validé, les entreprises ne verront pas leur intérêt de venir ici. Équipé de 12 laboratoires, plus de 100 robots et 160 ordinateurs, le Centre de haute technologie qui offre des formations en robotique, mécanique, électronique, informatique et automatisation industrielle est présenté comme l'un des plus avancés de ce type en Afrique. C'est une plus-value dans la formation des étudiants de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. C'est une plus-value pour les étudiants qui sont capacités dans le domaine de la professionnalisation et de la technologie. Mais c'est également extrêmement important pour les hommes d'affaires, pour les entrepreneurs. Vous savez qu'ici à Polytechnique existe un centre, un incubateur d'entreprise. C'est-à-dire que les étudiants de Polytechnique sont capacités dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises. Financé à hauteur de 2 milliards 800 millions de francs CFA par le Cameroun, le Centre de haute technologie de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé a été conçu, réalisé et équipé par l'État d'Israël à travers la société Sela Educational Initiative. The center that we are inaugurating here today. Nous inaugurons ce centre d'imprimerie 3D ici à Polytechnique. Le centre qui a été fait par une société israélienne, la société Sela Initiative. The meaning of this is that thousands of people in Cameroon, academics, students, researchers, qui permet d'amener ici à Polytechnique les technologies les plus à la pointe de ce qui se fait en Israël dans le domaine de l'imprimerie 3D et autres. Which is the top of its kind in the world. Après le centre de formation pour élèves du primaire et du secondaire à Yaoundé, les nombreuses initiatives en faveur des enfants handicapés et étudiants déficients visuels, le Centre de haute technologie de Yaoundé renforce les réalisations de l'État d'Israël au Cameroun, dans le domaine de l'éducation notamment. Et depuis quelques années, la filière banane est à rude épreuve au Cameroun. Il est difficile pour les entreprises de ce secteur de satisfaire la demande locale. Des investisseurs s'engagent d'ailleurs à relancer cette filière afin d'atteindre et d'excéder l'objectif de 500 000 tonnes. Le reportage de Jacquino Molon et de Xavier Foucault. La production de la banane au Cameroun stagne depuis quelques années autour de moins de 300 000 tonnes par an, loin des objectifs fixés par le gouvernement camerounais contenus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui envisage une production annuelle de 500 000 tonnes à l'horizon 2020. Cette production sombre d'une part à cause de la crise sociale qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mettant en difficulté les sociétés de la filière banane. D'autre part, la faillite d'autres entreprises dont les plantations ont été saccagées lors des émeutes de la fin de 2008. Afin d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, des nouveaux investisseurs s'engagent à relancer la filière banane. On a l'objectif de faire 100 000 tonnes au Cameroun, de contribuer à la relance de la filière banane au Cameroun, de faire en sorte que le Cameroun retrouve la première place des pays exportateurs de bananes d'Afrique. Elle a perdu cette première place au profit de la Côte d'Ivoire, et de montrer d'abord au Cameroun et aux yeux du monde entier que le Cameroun peut et doit jouer dans la cour des grands demain. Une relance créatrice d'emplois
afin de résoudre le problème de chômage dans la localité et ailleurs. Et 3500 emplois directs, sans parler des emplois indirects, mais il n'y a pas de question à se poser. Et je crois que nous aurons besoin d'autres gens par rapport à la population de Banga. Je crois que les emplois, les gens qui cherchent à travailler viendront de part et d'autre du Cameroun. Pour y parvenir, les nouveaux investisseurs s'engagent à payer les arriérés des ex-employés de la défunte société de production de bananes de Mbanga. Le paiement des arriérés et qu'on continue notre relation sereinement. Je ne peux pas douter d'eux, puisqu'ils sont en train de se battre. Quand vous voyez l'itinéraire, ça ne donne aucune raison de douter d'eux. Nous attendons juste les délais qu'ils ont donnés jusqu'au 30 juin comme prévu. C'est avec beaucoup d'espoir que les populations de la localité attendent la relance des activités de la production de bananes. Cette initiative bénéficie de l'appui du gouvernement camerounais. Et la production agro-pastorale se porte mal dans la région du Sud Cameroun. Malgré les financements que reçoivent les producteurs, l'activité tourne au ralenti. Ceci à cause de l'enclavement des principaux bassins agricoles et des agriculteurs qui peinent à réaliser leurs projets. Le reportage de Roger Takala et Isabelle Carole Zopet. À Ebolova, comme dans l'ensemble des villes de la région du Sud, la production agro-pastorale est vraiment inférieure à la demande. Le manque de moyens financiers, le difficile accès à la propriété foncière sont entre autres difficultés auxquelles font face agriculteurs et éleveurs. Une situation qui contraint commerçants et consommateurs à s'approvisionner ailleurs. Mais c'est pas facile de trouver les pots à Ebolova. Mais il faut vraiment calculer ça dans les quartiers pour trouver les pots. Pour voler au secours des acteurs de ce domaine, le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral a remis des chèques d'une valeur totale de plus de 100 millions de francs CFA à 23 organisations de producteurs des départements de la vallée du Ntem et de l'océan. Un véritable ouf de soulagement pour ces producteurs. Les régies, ce financement, ACFA nous a vraiment aidé, puisque nous on pilait le manioc avec les mortiers pour aller vendre. Maintenant, on va désormais le faire avec les machines et ça va nous rapporter plus. Tous ont été invités par les responsables de ce programme à faire bon usage de cet appui pour améliorer la production. Donc, c'était une cérémonie essentielle pour nous d'avoir eu à échanger avec eux et puis de leur dire que nous allons contrôler, n'est-ce pas, la mise en œuvre des projets, mais surtout nous voulons qu'ils opérationnalisent ces projets parce que le but du dispositif PCP-ACFA des deux ministères, c'est d'augmenter le revenu des producteurs. Malgré ce coup de pouce apporté à ces agriculteurs et éleveurs, ces derniers se plaignent toujours. Ils disent avoir besoin de beaucoup plus de moyens pour booster leur production et ainsi répondre efficacement aux besoins des populations. Je vous propose de suivre à présent le calvaire des pêcheurs du lac Ossa dans le département de la Sanaga-Maritime. De nombreux zèbres ont envahi les eaux depuis quelque temps et paralysent les activités. Cette situation représente un cauchemar pour ces pêcheurs qui peinent à réaliser de bonnes affaires. Rodrigue Ngassi, Isabelle Carole Zopet, une fois de plus. Sous vos yeux, la cause de tous les malheurs des populations de Dizanguet dans le département de la Sanaga-Maritime. Il s'agit des herbes qui ont considérablement envahi le lac Ossa, situé dans cette même localité. Depuis lors, la pêche, qui constitue l'activité d'une frange importante de ces populations, tourne au ralenti. Oui, depuis que l'herbe est dans ma zone, depuis 2 ans, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Quand je partais, je revenais avec 10 seaux, 5 seaux. Et maintenant, je ne parviens même plus à amener un sou. Les pêcheurs se plaignent depuis la présence de ces herbes sur ces eaux depuis 2 ans, de leurs pirogues endommagées, des poissons qui ne cessent de mourir et de plusieurs parties de ce lac qui sont devenues impraticables. Nourrir leur famille est désormais une équation difficile à résoudre. Ça a gâté même beaucoup de pirogues pour le transport. Vers le côté de Mwembe là-bas, les pirogues n'y passent. Régulièrement, ces habitants se mobilisent pour donner fière allure à ce lac. Mais les efforts fournis jusqu'ici sont restés vains. Bien au contraire, la situation ne cesse de se détériorer. Vraiment pour cette herbe-là, ça nous a mis à genoux complètement.
Nous avons, quand ça venait petit. Mais au fur et à mesure, ça n'a fait que grandir. Maintenant, le lac est envahi. Mes administrés ont décidé ensemble, pêcheurs, non pêcheurs, descendre sur le lac pour nettoyer ce lac avec leurs propres moyens. Les moyens, ils n'ont même pas de gants, rien, avec leurs pirogues que vous avez vues et leurs moyens de bord pour empêcher ces herbes, je vais dire. Notre lac, notre vie, comme l'appellent si affectueusement ces riverains, révèle toute l'importance qu'il y a à prendre des mesures urgentes qui s'imposent pour voler à leur secours. J'interpelle le ministre de l'Environnement, le ministre des Pêches et l'Industrie animale, parce que c'est ces pêcheurs qui sont en train de souffrir. C'est une herbe qui est gênante, surtout pour les pêcheurs. Nous sommes en train de demander de l'aide. Moi, j'ai déposé plusieurs dossiers dans plusieurs chambres pour l'aide. En attendant que les pouvoirs publics se décident à réagir, les populations de Dizanguet continuent de broyer du noir. Et parlons à présent de la lutte contre les armes létales. Le Cameroun, absent des débats aux Nations Unies, la société civile s'inquiète et interpelle au moment où les robots tueurs menacent de nombreuses vies. Des jeunes start-upers ont été formés sur le processus des Nations Unies sur les armes létales. Les précisions dans ce reportage de Aïs Cyril. De jeunes start-upers prennent part à Yaoundé à un atelier de formation sur les armes létales autonomes, encore appelées robots tueurs, et le processus de la Convention des Nations Unies sur certaines armes conventionnelles. Nous faisons dans les robots d'exploration qui est au service de l'armée, au service de l'agriculture. C'est un robot contrôlé manuellement, donc ce n'est pas un robot automatique. Parce que là, on a vu maintenant le désavantage de rendre un robot automatique et d'intégrer l'intelligence artificielle, donc rendre le robot réfléchir de lui-même. Parce qu'il y a des pertes humaines, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Au terme de l'atelier, les acteurs et experts nationaux devraient pouvoir distinguer désormais entre robots tueurs et armes non létales. Le savoir doit être utilisé pour la vie, pour promouvoir la vie, pour promouvoir le développement personnel, le développement d'une cité. Nous développons des solutions, mais ce ne sont pas des solutions applicables pour tuer des êtres humains. Ce sont des solutions technologiques pour le développement, pour la recherche. Faire la différence entre les technologies que nous développons, c'est-à-dire des technologies qui prônent la vie et des technologies qui prônent les tueries et la mort. Les armes létales fonctionnent comme des robots. Elles sont capables d'identifier elles-mêmes les cibles et décider de les éliminer. Une discussion a cours depuis quelque temps aux Nations Unies en vue d'aboutir à une convention pour lutter contre les armes létales autonomes. Au niveau des Nations Unies, les discussions ont lieu dans le cadre de la Convention sur certaines armes conventionnelles. Et ce que les États font, c'est de prendre une position officielle en déclarant les implications qui, selon lui, sont politiques, sont environnementales, sont d'ordre humanitaire, qui sont à même d'intercéder pour la régulation ou alors pour l'interdiction de la production et l'utilisation de ces armes. Le Cameroun a manqué le dernier rendez-vous des Nations Unies, toute chose qui inquiète la société civile. À travers l'atelier de Yaoundé, Women International League for Peace and Freedom, WILF Cameroun, tire la sonnette d'alarme. Lors de la dernière réunion qui a eu lieu au mois de mars, le gouvernement camerounais n'était pas représenté. Il est dans le bon temps qu'au niveau national, nous répercutions déjà ce qui s'est fait au niveau international, dans l'optique d'amener notre gouvernement à faire partie de la liste des États qui veulent qu'on mette un terme à la production et à l'utilisation des armes qui sont à même de détruire l'humanité. Les armes létales autonomes sont au centre de préoccupation mondiale depuis quelques années. Le débat a été ouvert aux Nations Unies dans le cadre de la Convention sur certaines armes conventionnelles pour créer des normes communes et compréhensibles autour de ces robots tueurs. Le Cameroun ne doit pas rater le coche. Tout autre chose à présent, lutter contre les bandes armées qui sévissent donc à la frontière du Cameroun avec la République centrafricaine, le trafic des armes ainsi que des munitions. Voilà quelques recommandations faites aux nouveaux responsables de l'armée récemment nommés dans la région de l'Est Cameroun. Le reportage de Benjamin Issam. Les départements de la Boumba et Ngokor et de la KDI ne sont pas à l'abri de l'insécurité transfrontalière. Les mouvements des factions rebelles
centrafricaine à notre frontière commune avec ce pays frère et ami. Les effets induits par l'afflux massif des réfugiés sur notre territoire et les préoccupations sécuritaires classiques, au nombre desquelles la circulation incontrôlée des armes et munitions de petit calibre, le fléau de braconnage, la criminalité, le grand banditisme, l'alcoolisme, à travers la consommation abusive de substances psychotropes. À tous ces mots qui minent la longue frontière Cameroun-RCA et le Congo, il faut adjoindre la sécurité des personnes et des biens. Vous devez rappeler aux hommes que notre armée n'est ni une milice, ni un syndicat, et que les instructions se prennent auprès de la seule hiérarchie et du haut commandement, et non ailleurs. C'est l'objet de la tournée entreprise par le général de brigade Joseph Nouma, dont le but était d'installer les responsables des forces de défense nouvellement nommés par le chef de l'État le 6 mars dernier. Dans le département de la Bumba et Ngoko, la frontière avec le Congo sera sécurisée par le chef de bataillon Ewang Messa Peyong, commandant le 15e bataillon d'infanterie motorisée. Sont des impressions de joie qui régit moi, ma famille et la hiérarchie. Et j'ai saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État et la hiérarchie militaire pour la confiance encore renouvelée. Anciennement, j'étais comme 16e BIM, aujourd'hui je suis comme 15e BIM. Donc je dis merci. À ses côtés, le commandant de compagnie de gendarmerie de Yokadouma, Thomas Saoudi. Il a précédemment servi comme commandant de compagnie de gendarmerie de Yagua. Je suis très heureux d'être installé aujourd'hui. Je remercie le chef de l'État à travers le ministère de la Défense qui m'a renouvelé la confiance en me nommant commandant de compagnie de gendarmerie de Yokadouma. Et dans le département de la KDI, la lutte contre les bandes armées sera menée par le capitaine Evuna Binzi Miché. Quand un an sonné, le nouveau commandant de compagnie de gendarmerie de Batouri était avant sa nomination commandant d'escadron mobile numéro 13 à Yaoundé. Et cette note en religion, les fidèles chrétiens du monde s'apprêtent à célébrer demain le dimanche des Rameaux qui marque ainsi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ainsi que le début de la Semaine Sainte. Le dimanche des Rameaux, faut-il le préciser, se célèbre 6 jours avant la fête de Pâques. Je vous le disais en titre, l'image fait le tour du monde. Le pape François, à genoux, en signe d'humilité pour la paix. Il a donc exhorté les dirigeants du Soudan du Sud à mettre de côté les intérêts personnels pour instaurer un climat de paix dans le pays. Les leaders soudanais ont passé donc 2 jours de retraite à Rome. Le reportage de Gladys Sidi. C'est un geste fort du souverain pontife à l'endroit des leaders sud-soudanais pour le retour de la paix. Le pape François s'est agenouillé pour embrasser les pieds des signataires de l'accord de paix qui doit entrer en vigueur le 12 mai prochain au Soudan du Sud, ravagé par 5 années de guerre civile. Je vous le dis comme à des frères, demeurez dans la paix. Je vous le demande du fond du cœur, a martelé le pape avant de joindre le geste à la parole. À genoux devant des hommes politiques, bras ballants, ne sachant comment réagir devant ce geste inédit, littéralement désarmé. L'acte du pape a été posé au terme d'une retraite spirituelle à la résidence Sainte-Marthe du Vatican, où loge le pape. Outre le président Salva Kiir, le chef rebelle Riek Machar était présent et 3 autres membres de la présidence du Soudan du Sud. Le pape a déclaré que l'Église a voulu offrir une occasion propice à la réflexion et à la prière, ainsi qu'à la rencontre et à la réconciliation aux responsables sud-soudanais travaillant pour un avenir de paix. Mais alors, le pape François sera-t-il entendu? Il a souligné que ces responsables étaient très attendus à leur retour de Rome. Votre peuple attend votre retour dans la patrie, la réconciliation de tous ses membres et une nouvelle ère de paix et de prospérité pour tous, a-t-il déclaré.
lui qui ne désespère pas d'aller un jour au Soudan du Sud pour célébrer la paix. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of news in the English language. We begin in politics. Members of the Cameroon Renaissance Movement political party did not march across Cameroon in protest today, April 13, 2019, but they will do so in a date to be announced soon. The decision came out of a meeting that took place yesterday in the nation's political capital. The said meeting was chaired by the party's third national vice president, Barrister Emmanuel Sim. The CRM political party is, however, determined to challenge the April 5th decision of Paul Atanganji banning the protest demonstration of the CRM political party. He described the said protest demonstration that was supposed to take place today as planned provocation and uprising. More in the following report. The peaceful protest demonstration of the Cameroon Renaissance Movement's political party, built for Saturday, April 13, 2019, did not take place anywhere across Cameroon because the party decided so. Following a press conference organized by Barrister Emmanuel Sim, third national vice president of the party, the CRM political party decided to move the protest demonstration to a yet-to-be-announced date. Nous pensons que pour éviter. According to Barrister Emmanuel Sim, the postponement is in line with what he qualifies as the illegal decision of Minister Paul Atanganji of Territorial Administration, banning the peaceful protest manifestation of the CRM across Cameroon. He went further to reveal that the CRM political party has decided to challenge the decision of Paul Atanganji in court and will communicate the exact date as soon as possible for the next protest demonstration. Barrister Emmanuel Sim, on behalf of the Cameroon Renaissance Movement political party, also regretted what he called complicity of the judicial system in Cameroon, which he thinks has refused to decide on their complaint against the decision of the Minat boss vis-à-vis their protest demonstration. Barrister Sim also said the courts in Douala and Yaoundé failed to program a hearing after the complaints were deposited, and in Bafoussam, West region of Cameroon, a hearing was convened and the matter adjourned to April 16, 2019. The Cameroon Renaissance Movement political party say it has become a target not only for the ruling CPDM party, but for the entire government of Cameroon, which is fighting every day to conquer it. The party, through the voice of Barrister Emmanuel Sim, said they will continue to fight on to give victory to democracy in Cameroon. And in the west region of Cameroon, inhabitants of the locality of Bakonji are requesting the government of Cameroon to help renovate the lone health center that exists in this locality. They say sick people are unable to be treated in the said hospital facility because of lack of equipment. Simat Jikangebro tells us more. Lack of beds, drugs, and rotting ceiling boards alongside dirty toilets. These are some of the immediate problems encountered by the population of Bakonji in the Upper Plateau Division of the West Region. We are not having nice pharmacy here because when you go to the pharmacy, at times you want to buy only para and there is no para. If there is no para in the hospital, what are they selling there? So we are pleading for you people to help us. There is no maternity section here in Bakonji. The locality that has a population of 5,000 people is in dire need of medical facilities. Our mothers are sick, they are not in good health. But in the hospital, we still need better nurses who can be living in the hospital when one of the mother is sick at any time. Because at times when you are sick and go to the hospital, you will not meet anybody there. So when there is nobody in the hospital, how can we be living here without a nurse in the hospital? It was due to the lack of medical facilities that elites of the area organized a free screening for the population. An occasion for the chief, His Royal Highness Mumi III, to call on the elites, internal and external, to help the village. Apart from the lack of medical facilities, taps in Bakonji village have remained dry for several months now. The zone, blessed with raw materials, is suffering
from poor road networks, forcing the commercial bike riders who ply the roads to always go to the garage for repairs. And the concept and role of ombudsman in good governance and the protection of human rights came under the spotlight recently in Yaoundé. It was during a meeting of experts from an institution from the United Kingdom and members of the Cameroon Bar Council. And of course, members of the Cameroon Bar Council and experts from the Westminster Foundation for Good Governance. The ombudsman experts say is like a public prosecutor put in place by Parliament to check public service and ensure equal benefits by everyone. The position participants say could help to protect human rights in another way different from the traditional public institutions in Cameroon. And in the following excerpt, Batone Chakunte Party explains the key points of that meeting with experts from the Westminster Foundation for Good Governance. To share experiences on the issue concerning human rights, concerning governance, concerning justice. And during that discussion, the delegation brought to us the experience of ombudsman, which you can imagine does not exist in Cameroon, but which are brought in some countries like UK. Ombudsman is a body to which citizens direct some grievances concerning the state, and the ombudsman will see how to solve it, maybe by recommendation, maybe by some lobbying. That's what we are talking about. And they want us to, the delegation wants the bar to see how we can start discussing that issue and see how our country can implement. And in this regard, I would like to mention that the delegation met the Prime Minister, and I can imagine the issue has been raised during the discussions. And in the following excerpt, another member of the Bar Council in Cameroon comes back to the role and concept of ombudsman. What in some countries you call the public prosecutor is somebody who is put there by Parliament to check the functioning of public service. The intention is that the public service should run without discrimination. It should run in a manner that benefits all the members of the community, of the society. And so it helps to remove a part of the reduce litigation and build confidence in the public service. Well, the Bar Council, first of all, is supposed to be an organization that manages and coordinates the activities of lawyers. And lawyers are the watchdog of society, as you all know. They are a watchdog of society, and there's a lot of trust in the Bar Association or the lawyers. Most people will trust their lawyers with their lives. And so it is possible that with the help of the bar, the people may be educated as to how society should be governed and how it will help us to consider every member of our community and how transparency management will help the community. So that's the role of the Bar Council, to help its community. We talk something else. Increased insecurity in the Mongo division of the Littoral region is preoccupying administrative officials of the Littoral region. The Mongo division that has been at the center of attacks lately recently played host to the Littoral Regional Security Coordination Meeting. Simanji Kangeber tells us more. With the recent rise of insecurity faced by some inhabitants of the Mongo division as a result of the crisis in the Anglophone zones of Cameroon, with areas like Mombo, Ndor and Banga being the latest cases recording incursions from unidentified gunmen, the choice for Nkonsamba to host the Littoral Security Meeting was timely. Chaired by Littoral's regional governor, it was an occasion for the population to be assured of their security. They want to be assured that we have taken some measures to assure more security
in our villages. We have some borders with our brothers of Southwest, and most of the time we have in Mombom, Banga, and maybe in Melon some incursions that people can come and shoot down here and there, but it's just to assure them that we have taken some measures. But for this to be effective, the population also has a role to play, which is that of collaborating with security forces. But they have to be vigilant and to cooperate, to give information at time so that we can react and make people live in peace. The gathering that brought together top and local administrative officials within the Mongo division served as a platform for problems faced by those local administrators to be evoked. For the mayor of Nkonsamba 1, the problem of lighting, water and hygiene and sanitation were the major preoccupations of his council area. Meanwhile, the mayor of Nkonsamba 3 talks about problems linked to land titles. In all of the problems raised by the mayors, the governor promised to look into them. The littoral security meeting ended in Nkonsamba this Thursday with a closed-door session amongst the different local administrators. And the African Institute of Mathematics has renewed its Memorandum of Understanding with the government of Cameroon. The exercise took place in Yaoundé between officials of the institute and two ministries in Cameroon, notably the Ministry of Higher Education, led by the Minister, Professor Jacques Famendongo, and the Ministry of External Relations, led by Minister Delegate Felix Mbayo. Thierry Zomaho, CEO of the institute, said their objective is to revolutionize the archaic method and pedagogy in the teaching of science in Cameroon and Africa at large. They also plan to expand their training of modern science teachers across Cameroon and the African continent. And in Africa, we move up to South Sudan, where the conflict that has claimed several lives in South Sudan might soon see an end. The leaders who are with the other side, that's the leaders of the conflict, notably the president of the country, Salva Kiir, and his rival, Riek Machar, were recently charged to promote peace and introduce reconciliation in South Sudan. The message came from Pope Francis recently in Rome. We have details with Immaculate Fogwe in the following report. An extraordinary moment as Pope Francis kneels and kisses the feet of South Sudan's rival leaders in an unprecedented act of humbleness to encourage them to strengthen the country's peace. The extraordinary act was done during a spiritual retreat that brought together South Sudan's President Salva Kiir Mayardit, opposition leader Riek Machar, and a delegation of South Sudan's prelates to the Pope's Santa Marta residence in the Vatican. It should be recalled that South Sudan obtained independence from present-day Sudan on July 9, 2011, after decades of bloody conflict. The conflict in South Sudan began in December 2013 after President Salva Kiir accused his former Vice President Riek Machar of orchestrating a plot to overthrow him and later sacked him. Fighting quickly broke out between the two rival militias supporting Kiir and Machar, which soon became divided along ethnic lines. During the course of the war, thousands of persons were killed and so many others displaced. The Vatican has for several years now sought to foster peace in South Sudan, and it saw an opportunity in the latest armistice. Thanks, ladies and gentlemen. That was all we had time for as far as the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox television from the Central News Desk in Douala, Cameroon is concerned. We thank you for your kind attention. We shall be leaving you and wishing you a blessed stay and a nice weekend. Nadine Yambo, nice weekend. Merci, Fomi Armstrong, Sanda. Bon week-end à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.